nous irons en Égypte, où depuis le printemps 2011, les attaques à la bombe maintiennent les forces de l'ordre en alerte constante. Puis nous nous rendrons à Djibouti, petit pays de la Corne de l'Afrique, qui se rêve en plateforme économique du continent. Enfin, direction l'Afrique du Sud, où la Fashion Week de Soweto donne sa chance aux jeunes créateurs des townships. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Le scandale de la FIFA éclabousse l'Afrique du Sud, mais le pays dément avoir versé 10 millions de dollars en échange de voix lors du vote pour l'attribution du Mondial 2010. Ce n'est pas un pot de vin, mais un paiement d'avance, dûment effectué à un programme approuvé. Nous allons donc attendre que les autorités américaines nous expliquent la base sur laquelle ils allèguent que cette allocation était un pot de vin. Au Nigeria, la première semaine au pouvoir de Muhammadu Buhari aurait été marquée par les violences de Boko Haram. Le groupe islamiste, qui s'est lui-même rebaptisé État islamique en Afrique de l'Ouest, n'a cessé de commettre des attentats à la bombe, faisant plusieurs dizaines de victimes, comme dans cette mosquée de Maiduguri. En visite officielle au Niger, le président a appelé à l'aide ses pays voisins. Le Burundi est toujours secoué par des manifestations quotidiennes et le gouvernement a repoussé les élections législatives initialement prévues ce vendredi. Mais toujours pas question pour le président Pierre Nkurunziza de renoncer à un troisième mandat, malgré les pressions de la rue et de la communauté internationale. Des objets inédits, issus de l'épave du São José, un ancien navire négrier portugais, seront dévoilés la semaine prochaine en Afrique du Sud. 400 captifs étaient envoyés du Mozambique vers le Brésil quand le bateau a fait naufrage près du Cap en 1794. On termine ce journal en musique avec le festival Bushfire au Swaziland. Plus de 25 000 visiteurs y étaient rassemblés ce week-end pour écouter des dizaines de groupes, dont les Françaises des Nubianes. En Égypte, Mohamed Morsi, l'ancien président destitué en 2013, vient d'être condamné à mort. Son successeur, Abdel Fattah al-Sisi, continue de mener une campagne active de répression contre les frères musulmans. Mais 4 ans après le printemps égyptien, la situation est toujours chaotique. La police est aujourd'hui débordée par les attentats à la bombe. Des uniformes de police et des photos de famille, les souvenirs de la vie de Dia Fathi. Le 6 janvier dernier, ce démineur égyptien est mort en essayant de désamorcer un engin explosif caché dans un pot de fleurs au Caire. Un accident que sa mère a craint toute sa vie. Depuis que les problèmes ont commencé dans le pays il y a 3 ans, je lui disais adieu tous les jours. Tous les jours, je lui disais adieu. La mort de Fathi a été revendiquée par le groupe djihadiste Ajnad Misr, qui a mené des dizaines d'attaques semblables dans le pays. Ces attaques visent en particulier les forces de police et l'armée, en représailles à la répression sanglante des partisans de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, renversé en juillet 2013. Le capitaine Mohamed travaille au nord de la péninsule du Sinaï, le fief des djihadistes, et où se trouve également la branche égyptienne du groupe État islamique. Je travaille dans l'un des endroits les plus dangereux d'Égypte. Tous les jours, nous avons au moins 10 alertes à la bombe. Beaucoup sont de fausses alertes. Mais même avec les fausses alertes, je travaille comme si elles étaient réelles. Les petites bombes qui explosent régulièrement au Caire n'ont rien à voir avec les engins explosifs sophistiqués qu'on trouve en Irak ou en Afghanistan. Mais elles entretiennent une tension permanente. La police assure que ces hommes sont bien entraînés, mais 3 ont déjà perdu la vie en 2015. Pour les démineurs, il s'agit d'être toujours un peu en avance sur les poseurs de bombes qui sont bien souvent tout aussi qualifiés. L'augmentation en qualité des explosifs est due à l'amélioration de la qualité de notre propre équipement, car les poseurs de bombes étudient nos techniques. Alors qu'aujourd'hui nous désamorçons 95% des bombes, est-ce qu'ils vont arrêter? Non. Ils doivent s'adapter en développant des meilleurs mélanges explosifs, plus difficiles à détecter par nos chiens. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a promis d'éradiquer les groupes islamistes. Les attaques armées ont diminué l'année dernière, mais le retour d'attaques à la bombe montre qu'ils n'ont toujours pas disparu.
Longtemps considéré comme simple poste militaire, Djibouti, petit pays de la Corne de l'Afrique, veut faire fructifier sa position stratégique. À l'entrée du golfe d'Aden et en bordure de l'un des couloirs maritimes les plus fréquentés du monde, entre l'océan Indien et le canal de Suez, Djibouti s'est lancé dans de vastes projets d'infrastructures. On a toujours dit que Djibouti était la terre de rencontre et des échanges. Et je pense que ce terme nous va vraiment. Et là, on est en train de prouver, on est en train de faire le schéma de Dubaï, même de Singapour. Pour l'instant, les ports du pays desservent essentiellement l'Éthiopie et ses 90 millions de consommateurs, mais l'ambition est de s'étendre à l'ensemble du continent. Ici, une entreprise chinoise travaille sur la construction d'un nouveau chemin de fer reliant la capitale d'Éthiopie, Addis Abeba, à Djibouti. Avec ses développements maritimes et terrestres, le pays souhaite se positionner comme la porte d'entrée de l'Asie vers l'Afrique, à commencer par le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Sur 17 pays enclavés dans le continent, nous avons 10 dans la zone COMESA avec 400 millions d'habitants. Donc ces pays-là ont besoin d'infrastructures maritimes portuaires pour commercer avec le reste du monde. Au total, 14 projets d'infrastructures pour un montant estimé à 14,4 milliards de dollars sont en cours, essentiellement financés par des banques chinoises, des investissements colossaux pour un pays de moins d'1 million d'habitants. Avant le prêt, on prenait les banques mondiales, les institutions occidentaux, des prêts au bourse, et il y avait un certain contrôle. On disait, vous avez pris tel prêt, tel prêt, tel prêt, ces prêts-là, il n'est pas nécessaire. Vous avez mal géré, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, avec les Chinois, on prend tout le prêt possible et à tous les projets, c'est eux qui gèrent, aucun contrôle. Le pari du gouvernement de Djibouti, c'est la forte croissance économique de l'Afrique pour espérer devenir un jour le Dubaï du continent. Le défilé, un passage obligé pour les stylistes. Mais pour se faire une place sur le podium, ils doivent remplir certaines conditions, notamment avoir un magasin ou vendre leurs vêtements dans plusieurs enseignes. À Johannesburg, la semaine de la mode de Soweto sert depuis 3 ans de tremplin aux créateurs qui se lancent sur le marché. Nous faisons émerger beaucoup de stylistes. Au fil des années, ils évoluent. De créateurs pour les voisins à créateurs pour les magasins. Donc ils viennent ici pour réussir cette transition. Floyd était déjà présent l'année dernière pour présenter sa marque Floyd Avenue. Né dans le fameux township sud-africain, il y vit toujours et devrait bientôt y commercialiser ses vêtements. Ils nous ont mis en relation avec des acheteurs. Et maintenant, les acheteurs vont ouvrir un magasin ici à Soweto. Et nous allons fournir ce magasin, donc c'est génial. C'est ce que j'ai retiré de venir l'année dernière. Les sœurs Conning n'ont jamais défilé parce que leur marque, Yumiwi, ne remplissait pas les critères. Mais après des années de travail, elles sont sur le point d'ouvrir leur propre boutique. Et depuis 2012, toute la famille travaille à son développement à Johannesburg. De l'achat des tissus au marketing en passant par la couture, Eleanor, Angélique et sa mère s'occupent de tout. Leur secret, la polyvalence de leurs vêtements, comme cette robe qui se décline en 16 styles différents. À Johannesburg, en 3 ans, la marque a bien progressé. Des étals dans les marchés aux puces, des événements de type pop-up, nos propres séances de vente à la maison, puis la participation à la semaine de la mode des créateurs sud-africains. Et enfin, l'ouverture d'un vrai magasin à Melville. Les 3 sœurs ont confiance dans le caractère unique de leur modèle et elles comptent bien monter enfin sur un podium pour célébrer le chemin déjà parcouru. La Côte d'Ivoire cherche un nouveau sélectionneur pour son équipe de football. Les candidats sont priés d'envoyer un CV et une lettre de motivation à la fédération qui précise entre autres dans un communiqué que le successeur d'Hervé Renard devra parler français et bien sûr être disposé à vivre en Côte d'Ivoire pendant la durée du contrat. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous retournerons au Burundi où les petits commerces commencent à souffrir de la crise politique qui dure depuis plus d'1 mois. Puis rendez-vous en Ouganda où un nouveau JT en rap ravive l'intérêt des jeunes pour l'actualité. Gobe de ngoma